Donc maintenant, on va voir plus en détail le cœur de la partie REST. Qu'est-ce que REST et comment on applique un peu ces principes d'architecture quand on cherche à APIfier une application. Donc, ce qu'on va essayer de voir là, c'est un peu d'abord faire une petite introduction, comprendre les principes clés, et puis comprendre comment est-ce qu'on va développer un service qui respecte cette partie, l'esprit de faire une API REST. Qu'est-ce que ça donne quand on le lit avec des services web? Montrer un petit cas d'utilisation et une conclusion là-dessus. Donc, au départ, cet acronyme REST, qui veut dire Representational State Transfer, a été mis en avant dans une thèse dont le but était vraiment de mettre en avant le côté, si on veut APIfier, si on veut faire des services web, qui avaient énormément travaillé d'avance sur l'esprit, et entre autres l'esprit du net. Et donc c'était la thèse de Roy Felding, qui était président de la fondation Apache et membre actif de l'IETF, qui avait travaillé sur HTTP, et qui avait justement mis en avant le fait que le problème avec des choses comme SOAP, c'est qu'on ne respectait pas vraiment l'esprit natif du web. Donc en gros, dans sa thèse, il a remis en avant les principes architecturaux pour une application web, et puis entre autres, il a réaffirmé le côté sans état et sans connexion qui était propre à HTTP, en expliquant que les services devaient suivre ces principes-là. Donc, des travaux qui datent maintenant d'un peu plus d'une vingtaine d'années. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette thèse-là, c'est absolument pas un débat entre est-ce qu'il faut mieux serialiser les données en XML, en JSON, en message pack, etc., etc. C'est pas du tout ça, donc parce que des fois certains faisaient l'analogie de dire quand je fais du REST, c'est quand je serialise en JSON, quand je fais du SOAP et que je serialise en XML, alors je fais des web services. Ça n'est pas du tout le même niveau. REST, c'est des principes architecturaux de haut niveau, un style d'architecture pour dire voilà comment je dois penser mon API. Avec un ensemble de contraintes sur le client, le serveur, le fait qu'il soit sans état, autoriser les mécanismes de cache et avoir des interfaces uniformes offertes aux différents clients. La plus connue des implémentations de REST est HTTP. Donc là, l'idée aussi des REST, c'est qu'à la limite, dans la thèse, il met en avant que c'est applicable à d'autres types de protocoles de transport. Les principes clés, c'est de penser ces API centrés sur des ressources. Et donc ça veut dire qu'on va identifier les ressources importantes dans notre application, faire un effort pour trouver le bon identifiant de cette ressource, quelles sont les représentations que je souhaite avoir sur cette ressource. Ça peut être justement une représentation JSON, une représentation XML, une représentation HTML, une représentation au format texte. Et puis, comment j'interagis avec ces ressources. Par exemple, si je suis dans le cas d'HTTP, je vais pouvoir faire des get, des posts, des puts, des delete. Quelle action je souhaite faire quand je déclenche un get sur cette ressource, par exemple. Donc, si je fais un résumé sur un exemple un peu simple, par exemple, si je fais un site web de météo, je vais réfléchir à mes ressources et par exemple, à un moment, je vais identifier que mes ressources possibles, c'est les villes. Et donc, je vais me dire, ça, c'est une notion de ressource importante, la ville. Et donc, je vais penser cette action en me disant, OK, sur ma ville, je vais pouvoir à un moment faire une demande de lecture et récupérer une représentation que je souhaite avoir au format HTML. Et donc, si je viens faire un HTTP sur une URL particulière, je viens lire ma donnée. Et donc, il va être important d'identifier les ressources, définir les ressources, spécifier les méthodes des interfaces, lier les ressources. Ça veut dire aussi que je vais pouvoir dire, si mon client, lui, veut du JSON, sur la même URL, il va pouvoir dire, moi, ce que je préférerais avoir, c'est du JSON. Dans ce cas-là, il va récupérer des données liées à la météo, encodées dans un certain format. Mais le travail a bien été fait au départ d'identifier les ressources, mes villes, de donner des URI stables à ces ressources, le fait que c'est mon site météo / ville et qu'après je peux interroger avec comme paramètres les différentes villes que je souhaite avoir, spécifier les méthodes de ces interfaces. Là, par exemple, sur un get, je viens lire un certain nombre d'informations sur les ressources, et puis lier les ressources, c'est ce qui va me permettre, par exemple, si j'ai une ressource à un moment température qui me permet de rechercher là où il fait le plus chaud à un endroit, je vais pouvoir lier cette information-là, simplement. L'autre principe de base important de REST, c'est que REST va se construire, donc c'est pas une standardisation de quelque chose, mais il va se bâtir au-dessus de standards existants. Donc par exemple, la façon dont on va s'adresser aux ressources, on va utiliser la notion d'URI.
qui est dépendant du protocole de transport, mais qui existe dans tous les protocoles de transport. Et donc on va dire, si je veux adresser une ressource, cette ressource a nécessairement une URI. D'un point de vue des opérations que je peux faire dessus, ça va dépendre des bindings, mais si je fais un binding HTTP, par exemple, HTTP est un protocole sans état avec un nombre très limité d'opérations. Ça veut dire qu'il va falloir que je bind mes différentes opérations sur cette partie-là. Je vais avoir, selon les formats de représentation, des liens pour être capable de naviguer dans mes ressources. Donc si je renvoie des données en HTML ou en XML, je vais pouvoir avoir soit des liens de ressources, soit des références pour passer d'un document à l'autre. Et puis les types de documents que je vais souhaiter récupérer, ça va suivre aussi le standard des types MIME pour qu'un client puisse dire, moi ce que je voudrais récupérer, c'est les informations dans tel format ou dans tel format, etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre de REST avant tout, c'est que c'est un principe architectural, je l'ai déjà dit mais j'insiste fortement, et donc ça n'a aucune contrainte sur comment je les réalise, quels sont les formats d'encoding des données, etc. etc. L'autre principe important, c'est de se dire, si on est au-dessus d'un protocole du net qui a une certaine philosophie, dans le cas présent, par exemple, si on est au-dessus d'HTTP, quand on utilise HTTP, il y a une philosophie, par exemple, des HTTP, qui est, par exemple, que le GET est sûr. Ça veut dire que 2 appels quasi simultanés à GET, en théorie, devraient donner presque les mêmes résultats. En gros, quand je fais un GET, je peux faire un cache. Quand vous allez sur le site, par exemple, lemonde.fr, c'est pas censé être dramatique si votre navigateur, à un moment, il met en cache un certain nombre de ressources et il vous les redonne parce qu'il n'a plus accès exactement à la même information. Donc, le fait qu'on ait comme ça, dans le protocole de transport, une certaine philosophie, on va vouloir choisir cette partie-là. Donc, par exemple, si on utilise HTTP, l'utilisation du GET est sûre. Ça veut dire que on ne doit, quand je viens faire un GET sur une ressource, normalement faire que des opérations plutôt de type lecture pour suivre cet esprit-là. À l'inverse, on va faire un post ou un put quand on va demander la création ou la modification d'une ressource particulière. Donc ça, c'était une des grosses différences par rapport au côté service web classique qui suivait le côté utilisation de SOAP. Pourquoi ? Parce que dans SOAP, comme pour invoquer les services, on avait besoin d'envoyer un document XML, il disait non, même si ce service n'était qu'une lecture, on était obligé d'envoyer ça au-dessus d'un post, parce que pour encoder la demande de service, on ne pouvait pas le faire sur un GET, puisqu'en HTTP, par exemple, un GET n'a pas de body. On va toujours chercher à identifier les ressources par une URI logique, et donc on va faire très attention que l'identification de cette ressource, que cette URI, elle soit à la fois logique et pas basée sur des caractères physiques, et à la fois aussi le plus stable possible. Si on reprend le site de météo, on va éviter de dire que pour récupérer la météo de Paris, parce que dans ma base de données interne de mon système d'information, Paris a comme clé primaire 3228, qu'il faille faire http://meteo.com/3238 pour récupérer la météo de Paris. On va préférer des identifications d'URI logiques. Et donc, on fait un travail, quand on essaie de faire une architecture REST, d'identifier très tôt les ressources et de réfléchir à quelles URI vont être utilisées pour proposer l'accès à ces ressources. Donc, parmi les principes, on va toujours préférer un nommage logique à un nommage physique, ça c'est important, et on va aller chercher à l'identifier par des noms, pas par des verbes, puisque sur la ressource, je vais pouvoir faire des actions, mais la ressource désigne une entité de mon système. Et on essaie de faire en sorte d'avoir des URI stables le plus possible. On va faire en sorte que la représentation des données s'appuie sur des standards, comme par exemple, on pourra renvoyer les données en XML, mais on pourra les renvoyer en JSON, etc., au sens de, s'il y a un standard, soit pour serialiser mes données, soit pour structurer mes données d'une certaine façon, je vais faire en sorte de suivre ces standards. Sur la partie sécurité, le but, c'est là aussi de se dire, je vais avoir un couplage lâche entre mon URI et mon service, et donc je vais pouvoir réutiliser à la fois la sécurisation du flux, parce que avec le protocole sous-jacent, si je suis au-dessus d'HTTP, si j'ai besoin d'un mécanisme pour encrypter les données, je vais pouvoir faire de l'HTTPS
entre mon client et mon serveur. Si j'ai besoin d'avoir de l'authentification de mon client, je vais pouvoir faire une authentification par sécurité, par certificat, pardon, avoir d'autres mécanismes. Je vais pouvoir mettre de l'accounting en entrée, parce qu'en HTTP, c'est assez classique de pouvoir mettre de la redirection pour demander une authentification avant, etc. Donc pour tout ça, je vais suivre là aussi les mécanismes qui sont offerts par le protocole de transport sous-jacent. Donc toujours pareil, si je reprends un exemple, imaginons que je souhaite développer le site web l'application web d'une entreprise d'un traiteur, et donc qui souhaite avoir plusieurs services offerts à ses clients pour obtenir la liste des plats disponibles, obtenir des informations sur un plat précis, passer la commande. Et ben, en suivant un processus classique, la première chose que je vais faire, c'est identifier mes ressources, par exemple mes plats, le fait que je vais avoir une ressource qui est ma commande, et puis je vais identifier les URL sur lesquelles je vais pouvoir récupérer cette façon. Comment je vais recevoir ça, quel type de flux je vais renvoyer en sortie. Donc par exemple, je vais me dire que pour récupérer ma liste des plats, puisque j'ai une ressource qui est ma façon de plat, je vais pouvoir la faire en faisant un get sur l'URL plat, et je décide que principalement la structuration de mes données, ce sera de l'XML, va être encodé en XML. Je pourrais faire de l'XML et du JSON si je veux que mon client ait le choix, etc. Et puis il va pouvoir renvoyer les plats structurés d'une certaine façon. On voit qu'on a des liens logiques, ce qui va permettre à mon client potentiellement d'aller rechercher des informations sur un plat particulier, où il va savoir que pour aller chercher l'information sur le plat numéro 2, il l'aura à cet endroit-là, parce que c'est une URL qui lui a été renvoyée à la ressource précédente. J'ai lié mes ressources les unes avec les autres. De nouveau, là, je décide que ma réponse, ce sera de l'XML structuré d'une certaine façon. Pour passer la commande, on va pouvoir là aussi passer du principe qu'on a un poste, qu'on pourra interroger par avant le site pour récupérer le schéma qui structure la donnée commande, comment elle doit être structurée. Et donc, il pourra envoyer ce flux-là vers un poste, vers mon serveur, pour passer une commande. Voilà typiquement ce que je vais faire en amont de mes développements quand je suis une architecture REST, c'est-à-dire je n'ai pas commencé à travailler, mais je réfléchis à mes ressources, à comment je lis mes ressources, comment va se passer la navigation au sein de mes API. Qui utilise cette notion de service REST? Je dirais de nos jours un peu tout le monde. On va le trouver dans la blogosphère, on va le trouver dans la plupart des applications web, des applications orientées ressources, on va le trouver sur beaucoup d'applications publiques, d'API publiques maintenant disponibles, les API de cloud, les API pour travailler avec les services Google, etc., les API de commande, même sur Amazon, etc., qui ont été à une époque en SOAP, maintenant ont tous basculé dans cet esprit de suivre avant tout l'esprit d'une API REST, sans forcément des contraintes fixes qui est que tout doit être en XML, tout doit être en JSON. Ça, chacun après va faire des choix particuliers. Les avantages, ça fait une architecture assez simple. Les liens sont structurés de manière universelle. Ça pousse à penser ces applications d'un point de vue stateless. Donc ça permet de plus facilement gérer la scalabilité horizontale de nos services, etc. On a des points d'entrée stable avec des URI uniques qui permettent de gérer du cache si on a un problème pour de la montée en charge, entre autres quand on n'a que des lectures. Et puis on est beaucoup plus proche de la philosophie HTTP. Les inconvénients, comme c'est stateless, il va falloir trouver des moyens de se partager quand même des fois des données. Et entre autres, il va falloir stocker des données, soit en se passant à un moment des identifiants de session à chaque appel de service, mais cet identifiant de session, ça veut dire qu'il est aussi stocké chez le client. Et puis, si on a un nombre important de ressources, la gestion de l'espace de nom des URI peut devenir relativement complexe. Comment est-ce qu'on bind nos opérations, on lit nos opérations avec les grandes actions HTTP quand on est dans le cadre d'HTTP? L'habitude, c'est de mettre si sur une ressource, en fait, on crée un élément, on va plutôt mettre ça sur un post. Si on lit de la donnée, on va plutôt mettre ça sur un get. Si on met à jour une donnée, on va mettre ça sur un put. Si on demande une destruction de données, on va mettre ça sur un delete. Ça, c'est purement philosophique. C'est-à-dire que
Bah, par exemple, à un moment, vous allez sur votre back-end de votre application, de temps en temps, lire une donnée métier, mais aussi écrire dans la base pour faire rajouter une information de métrique comme quoi le service a été consulté. On peut se dire, bah, c'est bizarre, je fais deux choses, je lis une donnée et puis je crée un élément dans ma base. Et donc en fait, on pourrait très bien se dire, ah bah moi le plus important c'est l'aspect métrique, je le mets sur un poste parce qu'il y a aussi des données qui viennent du client, ou au contraire c'est que de la lecture de ma donnée métier, le reste c'est du log, c'est pas très important, je le mets sur un get. En fait, techniquement, c'est vraiment à vous de faire ces choix-là. Et comme on est sur une approche plutôt de respecter un esprit dans la façon dont on propose nos API, si à un moment on fait une violation là-dessus, bah c'est pas non plus la fin du monde si on a des bonnes raisons pour justifier pourquoi à un moment on a fait une lecture au travers d'un post parce qu'il y avait une raison très particulière sur notre application. Donc l'avantage, c'est que c'est simple conceptuellement et programmatiquement. Bah, une fois qu'on met ça au-dessus d'HTTP, la plupart des langages de programmation sont capables d'envoyer ou de proposer un serveur HTTP. Les types MIME sont supportés avec des librairies dans la plupart des langages de programmation de manière très simple. Donc ça nous fait un modèle qui est très simple et plutôt plus propre que ce qu'on avait dans Soup. Donc pour essayer de montrer pourquoi c'était plus simple, si on reprend l'exemple de la lecture des actions de tout à l'heure, bah en SOAP, si je veux la valeur de l'action IBM, je vais donc envoyer un message post sur une URL pour envoyer toute ma demande d'invocation de service dans un fichier XML. La même chose sur du reste va être plus simple parce que tout ce que je vais lui dire, c'est get sur ma ressource de mon action en disant le paramètre que je veux avoir, c'est IBM, l'URL à qui je déclenche, et ce que je veux en retour, c'est l'XML. En retour, bah, ça me permettra de voilà, entre les deux, si je veux passer une commande, d'un côté pour passer une commande d'action, bah, c'est pareil, je vais faire un post et je vais envoyer tout le flux de ma demande d'action. De l'autre côté, je vais pouvoir faire ça plus simplement. Là, en effet, j'envoie des données, c'est aussi un post, parce que je crée une demande d'achat de l'autre côté. Mais n'empêche que je vais pouvoir créer ma demande d'achat en disant ce que je t'envoie, c'est l'XML, et voilà ma structuration de ma donnée XML. Donc on a le binding qui est fait de cette façon-là, c'est quelque chose qu'on va essayer de respecter dans l'esprit. Au niveau modèle de développement, je vais faire une petite démo comme d'habitude juste après. Évidemment, on pourrait développer des services REST directement avec des servlets. Et puis après, bah, on a un certain nombre de frameworks et toujours en Java des standards qui ont été définis au-dessus, dont un standard qui s'appelle JAX-RS, qui va permettre d'avoir un modèle de données de développement simplifié à l'aide d'annotations pour facilement créer des services web qui respectent, qui sont conformes au principe d'architecture REST. On aura avec ça pas de configuration XML, juste des annotations, et ce qui va nous permettre d'avoir par exemple de la sérialisation automatique, soit en XML, soit en JSON, et d'avoir un côté descripteur de notre API, maintenant dans des standards comme OpenAPI, c'est ce que je vais montrer juste derrière, et ce que vous ferez en TP. Donc qu'est-ce que ça va nous donner quand on utilise JAX-RS? C'est donc une API standardisée du monde de Java, exactement comme JPA, qui utilise les annotations et dont le but est évidemment de limiter la configuration quand on veut développer une API REST. On a différentes implémentations de ce standard, exactement comme on avait plusieurs fournisseurs de persistance pour JPA, ben on a plusieurs implémentations. On a par exemple Jersey, on a REST ici de JPost, RESTlet ou Apache CXF, qui vont être des mises en œuvre de ce standard. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une API assez simple qui va nous permettre de définir pour une ressource particulière à quelle URL elle doit être rendue disponible et pour toutes les méthodes de cette ressource, est-ce qu'elle doit être rendue accessible sur un get, un put, un post, un delete? Comment elle va recevoir, ce qu'elle produit comme données, est-ce qu'elle produit de l'XML, du JSON, du texte, ou autre, qu'est-ce qu'elle consomme en entrée, si elle a des données particulières, et puis elle peut binder des paramètres de l'invocation de service, de l'URL, sur des paramètres de l'invocation de service. Un exemple tout bête,
Ça va me permettre de décrire une ressource et de dire, bah, cette ressource, elle est accessible sur Hello World. Et puis, si on vient me faire un get sur Hello World, alors moi, je suis capable de renvoyer du texte et je vais renvoyer at Hello World. Je vous fais une démo dans Eclipse juste après. Donc, ça, c'est ce qui va nous permettre de construire ces services REST le plus simplement possible. Donc, je vous dis, alors pourquoi aussi SOAP, le standard SOAP est devenu de moins en moins utilisé? Parce qu'un des gros acteurs du web, nommément Google, très tôt a expliqué que lui ne proposerait pas ses API en respectant le standard SOAP, justement en s'appuyant sur le côté, regardez, c'est extrêmement verbeux, extrêmement compliqué, et ça ne respecte pas l'esprit du net, ce qu'on a vu précédemment. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus élégant de suivre une architecture REST, et puis de ne pas se limiter avec les contraintes du standard SOAP. Donc même chose si je voulais passer une commande, mais même chose sur des retours de méthode. Donc c'est une architecture qui est orientée ressources, rien de très nouveau derrière ça, mais un but assez simple de simplifier la façon de fournir des API et garantir une certaine interopérabilité entre des techniques d'implémentation de ces services dans un langage particulier, Java, Python, etc., et un client qui va pouvoir envoyer une requête HTTP avec un flux de données serialisé d'une certaine façon et récupérer un flux de données serialisé aussi d'une certaine façon avec un dialogue entre le client et le serveur dans les, par exemple, headers HTTP pour savoir ce que chacun allait renvoyer.